Du savoir à partager, des voix à écouter. Une chronique de Bernard Saillag de À la Cantorade, en partenariat avec l'Université du Temps Libre de Guichen. Une parenthèse curieuse et vivante pour explorer des sujets passionnants, racontés par celles et ceux qui aiment transmettre. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous allons parler conférence de l'UTR avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Et notre invitée, Madame Nicole Lucas, qui est maître de conférence. On la présentera tout à l'heure au cours de la présentation. Bonjour. Bonjour. Et donc, on va parler de l'éducation de l'enfant au cœur de la France contemporaine, mais aussi avec des aspects historiques, n'est-ce pas ? D'accord. Alors, une petite introduction, comme toujours. Quelle est la place que l'on donne à l'enfant dans notre société ? Certes, son éducation, mais aussi quelle implication on lui propose dans cette société. Est-ce qu'on l'écoute ? Est-ce que l'on tient compte de ce qu'il pense, et selon son âge, et quelle place on lui donne ? Cependant, on constate aujourd'hui que la façon de considérer l'enfant a relativement évolué par rapport au passé. Par rapport au passé où, effectivement, dans les fermes de Bretagne ou d'ailleurs, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les arrière-grands-parents, tout le monde était ensemble et tout le monde dialoguait. Il y avait de l'échange. Et aujourd'hui, dans notre société nouvelle, l'échange a changé quelque part. Et on constate aussi qu'il y a du laxisme, qu'il y a quelque part l'enfant roi, qu'il y a parfois de l'autoritarisme dans certaines familles en fonction des couches sociales ou des éducations, de l'abandon matériel, voire psychologique, avec de multiples résultats. Bon, bien sûr, il y a une augmentation des familles monoparentales. Je crois que c'est un divorce sur 2 maintenant actuellement, donc ça a des conséquences aussi sur l'enfant. Et puis, bien, ça provoque quoi ? Bien, ça peut provoquer de la dépression, c'est l'enfant, il est un peu perdu, de la délinquance, parfois aussi de la dépendance, tout dépend de l'éducation. Et tout ça, c'est très, très, très problématique parce que on leur dira enfin probablement de cette chronique, eh bien, l'enfant, c'est l'avenir de la société. Nous allons donc en parler en tout ou en partie avec la docteure Nicole Lucas, après la belle conférence qu'elle vient de nous faire d'1h30 au cinéma Le Bretagne. Tout d'abord, je vais vous présenter, si vous permettez. Vous êtes agrégé docteur en histoire, licencié en histoire de l'art. Vous êtes membre du laboratoire CERIO, je ne sais pas ce que ça veut dire CERIO. Centre d'études et de recherche historique de l'Ouest. Ok, merci. Qui est dans l'unité UMR 6258 du CNRS, Université de Rennes 2. Vos thèmes de recherche sont l'enseignement de l'histoire, certes, mais la place des femmes et la place du genre dans l'histoire. Vous avez écrit un certain nombre de livres, Le petit écho de la mode, sur un siècle. Vous avez enseigné l'histoire, vous avez parlé de l'éducation de la femme, des femmes aussi revenues de l'Est, je crois. Oui, tout à fait. C'est française venue de l'Est, avec une amie et collègue, Danielle Ohana, pour mettre en valeur justement des femmes qui, par leur intégration, ont trouvé, connues ou moins connues, une place réelle dans la société française. D'accord. Et l'enfant, vous y êtes intéressé forcément par l'éducation, mais remonter toute l'histoire, comment quel statut on a donné à l'enfant, comment on a dialogué avec lui, et puis les drames aussi, ou les joies qu'a pu vivre l'enfant au cours des millénaires ou des siècles. Vous y êtes intéressé aussi dans le cadre de vos études ? Oui. D'abord, je m'y suis intéressée parce que dans ma famille, il y avait beaucoup d'enseignants à tous les niveaux de l'enseignement, que ce soit dans ma famille propre ou dans ma famille du côté de mon époux. Donc, par ailleurs, c'est une des raisons. Je
suis même née dans une école, qui ne s'invente pas quand même. Donc vraiment, ce n'est pas souvent. Donc j'étais un petit peu presque prédestinée. Alors c'est vrai que la façon dont on perçoit l'enfant dans l'histoire a beaucoup évolué. Et les historiens, d'ailleurs, se sont intéressés au statut de l'enfant, à la place de l'enfant, assez tardivement. Et ce sont les sociologues qui se sont intéressés d'abord. Maintenant, les historiens s'en préoccupent et on remarque évidemment des étapes. Dans le passé, l'enfant n'était pas considéré comme en effet une personne à devenir. Finalement, l'enfant était plutôt un objet, non? Elle était presque un objet, en tout cas un sujet dépendant, presque un objet, à dresser, à instruire, qui devait accepter l'autorité parentale et l'autorité sociétale finalement. Alors, on va se rapprocher un tout petit peu peut-être. Dans les fermes en Bretagne, les enfants étaient avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Comment ça se passait? On a des informations là-dessus? Alors on sait, on sait par les sociologues, surtout, que dans les familles en effet bretonnes, il y avait une famille polynucléaire, cela jusqu'aux années 50, par rapport à 1950, je veux dire. 1950 quand même. C'était très marqué, avec d'ailleurs des enfants qui, tout en étant scolarisés, au moins jusqu'au certificat d'études, travaillaient aussi au champ, dans certaines familles bretonnes. Avec, en plus, pour la Bretagne, des différences entre l'ouest et l'est de la Bretagne. Quelle différence, par exemple? Par exemple, dans le Finistère, il y avait plus de sensibilisation à la nécessité d'aller à l'école plus longtemps et beaucoup. Alors, il y avait une différence. Dans le Finistère par rapport à certaines régions du sud de l'île-et-Vilaine ou de certains îlots du Morbihan. Il y a une différence. Il y avait des différences qui ont été bien à travailler aussi à travers les structures politiques par Michel Lagré. D'accord. L'historien Michel Lagré. D'ailleurs, le calendrier de l'école était calqué sur les travaux agricoles, puisque c'est pas par hasard si les enfants ont rentré en classe. Je me rappelle étant gamin, on rentrait très tard, en septembre, mais... Même en octobre. Oui, voilà, parce qu'il y avait les pommes de terre ramassées, il y avait... Bref. Est-ce que les enfants vivaient bien cela? Est-ce qu'ils étaient malheureux, heureux? Est-ce qu'on a des données là-dessus? On n'a pas beaucoup de données là-dessus. Parfois des récits, témoignages faits a posteriori par ces enfants devenus adultes, mais on a peu de témoignages, en tout cas peu d'études très documentées, qui sont des études historiques. On a des études a posteriori ou des récits de fiction ou littéraires. Et c'est d'ailleurs une des sources souvent concernant l'histoire de l'enfance dans le passé. Et ils allaient à l'école jusqu'au certificat d'études, même pas parfois aussi. Oui, beaucoup allaient à l'école jusqu'au certificat d'études, en Bretagne, qui était considéré comme vraiment une étape majeure, avec un niveau d'ailleurs de connaissances et de compétences, comme on dit maintenant, qui était assez élevé. Et les petites filles étaient les parents et les instituteurs et institutrices poussaient moins les petites filles à continuer au-delà du certificat d'études. En tout cas, dans les familles où il y avait beaucoup d'enfants, en Bretagne, jusqu'à la fin des années 50, il y avait encore des familles avec 4 ou 5 enfants. Et là, on a souvent dit que l'on mettait les enfants à travailler, etc. En Bretagne aussi En Bretagne, il y avait le certificat d'études. Oui, et à partir du certificat d'études, les enfants travaillaient, voire même quelquefois, quand c'était dans une grande ferme, pour participer aux travaux, s'il y avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre, ils étaient associés, sans que ça soit forcément jugé choquant et forcément jugé déstabilisant pour les enfants. Alors là, on va se rapprocher encore un petit peu de notre époque, en quelque sorte. L'obligation à la scolarité, c'était à partir de quelle année, ça? Alors, l'obligation scolaire... Jusqu'à 16 ans.
jusqu'à 16 ans, 16 ans c'est 58. C'est 58. 16 ans c'est 58. 14 ans c'est 1936, le Fonds populaire. C'était déjà 36. C'est le ministre Jean Zay qui a très important l'action courte mais déterminante de Jean Zay, qui est ministre de l'instruction publique et des cultes d'ailleurs. Et des cultes, parce qu'à l'époque, le ministre de l'instruction publique était ministre des cultes, et il voulait absolument que tous les enfants puissent aller justement au-delà du certificat d'études. Mais beaucoup, dans les familles les plus modestes, c'était le certificat d'études, puis parfois le brevet élémentaire, qui était la deuxième étape, et seul, il y avait quand même une minorité qui accédait au baccalauréat et accédait aux humanités, c'est-à-dire le cœur de l'enseignement secondaire. Il faut attendre les années 80, 90. Vraiment, ça se démocratise. Un petit peu avant, 70. Pardon. 70. 70. En 70, il y avait quand même peut-être 40... 75, il y avait 45% des gens qui avaient le baccalauréat. C'est ça, oui. C'est ça. Oui, c'est à peu près. Actuellement, c'est combien ? C'est 92-93%. C'est-à-dire que le baccalauréat est un passage, mais n'est qu'un passage. C'est vraiment un passage. C'est un simple passage maintenant. Et donc, ensuite, on va encore avancer. Et dans le vécu actuel, parce qu'on a pas beaucoup de temps là ici, dans le cadre de cet entretien avec vous, on constate que, bien sûr qu'on aime tous nos enfants, mais on constate que parfois il faut se méfier de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on observe que on peut être pris, notamment avec les familles monoparentales, dans l'immédiateté. On peut être pris par la société de consommation. Et certains ou certaines peuvent être pris par le laxisme. Pas d'autres. D'autres, au contraire, vont mettre plus leur enfant sur un piédestal, comme vous l'avez fort bien dit dans le cadre de votre conférence. D'autres aussi sont plus ou moins dans la sédentarité. On en a parlé avec le professeur François Carré, un de mes anciens collègues, qui disait que quelque part, bouger, c'est important pour la santé, mais aussi, au niveau psychologique, c'est savoir se dépasser, c'est savoir aller plus loin. Et quelque part, ne pas faire ça, c'est un problème. Et puis même la dimension physique et intellectuelle, justement, dans les années 30, quand des chercheurs, des pédagogues ou de grands enseignants, je pense par exemple à l'inspecteur général Louis François, qui a été un très grand résistant, il disait il faut à la fois éduquer, mais il faut que les enfants aient une formation corporelle et spirituelle, en fait. C'est-à-dire que le corps, c'est important. Il y a une sorte d'oxygénation de l'esprit à travers le sport. Et Louis François, c'est un très grand inspecteur général, et directeur de cabinet d'un ministre au début de la Ve République, il insistait sur les sorties scolaires, sur le rapport au sport, sur la dimension sociale à l'intérieur de l'éducation à l'école. Alors là, quand je dis ça pour les familles, je pense aussi à l'école, parce que parfois à l'école, j'y suis passé, comme tout le monde à l'école. Et parfois, peut-être qu'on ne favorise pas assez l'esprit critique, comme on dit l'esprit critique. Et puis, qu'est-ce que l'on constate ? Vous allez le dire sûrement ou compléter ce que je dis, c'est que le niveau baisse sérieusement au niveau scolaire, aussi bien dans le secondaire que même dans le supérieur, en première année de faculté. C'est atroce de regarder certaines copies. En réalité, on a le modèle qu'on pouvait avoir, qui était centré sur des grands fondamentaux en termes de champ disciplinaire, c'est tellement élargi, c'est tellement enrichi, et on a introduit tellement de machines comme intermédiaires entre l'enseignant et les élèves, que finalement, on ne sait plus trop quels sont les fondamentaux qu'on enseigne. Et c'est vrai qu'il y a une déperdition à tous les niveaux, y compris chez les enseignants. J'ose le dire. J'ai vu des agrégations de maths où on prenait les futurs profs à 7 sur 10, 7 sur 20, excusez-moi, 7 sur 20.
dur. Oui, après une note de 7 sur 20 dans un concours comme l'agrégation, c'est pas les mêmes critères. Oui. Trop mal. On va dire que c'est pas trop mal. Sont pas les mêmes critères. Peut-être relativisé. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des exigences. On a amplifié les champs disciplinaires. Et à force d'amplifier, d'ajouter des champs, eh bien finalement, les fondamentaux qui servent dans toutes les disciplines, c'est-à-dire lire, écrire, compter, maîtriser vraiment l'écriture, la lecture, eh bien, ça fracture le système. Nos jeunes maîtrisent certaines connaissances qu'on ne maîtrisait peut-être pas nous, ni nos parents, ni... Ça, c'est vrai, c'est vrai. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre conférence. C'est vrai. On le voit en informatique. Moi, par exemple. Mes enfants sont bien plus doués que moi en informatique. Mais regarde l'ouverture aux langues, par exemple, nos parents, nos grands-parents, les langues, ils ne connaissaient pas... pas rien. Mais malgré tout, ce qu'il faut faire attention, c'est à nous-mêmes. Être trop dans l'immédiateté. Est-ce qu'il faut trop laisser nos enfants sur une Game Boy ou je ne sais plus, sur un ordinateur? Est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus strict et tout en les aimant? Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, nos enfants. Et donc... le moment actuel est justement le moment où tous ces débats, on voit bien, affleurent, ou sont médiatisés largement et créent des tensions, d'ailleurs. Le problème, c'est que les jeunes sont prisonniers du groupe aussi. C'est pareil. Le camarade, il fait comme ça. Bon, moi, il faut que je fasse comme ça. C'est vrai aussi. Il y a un peu ça. Hein. Oui, il y a une... Oui, bien sûr. Il y a un mimétisme qui est évidemment... qui peut être induit. Donc voilà, pour l'instant, ce ne sont que des constats que l'on fait. Oui. Je pense qu'il y a des spécialistes qui réfléchissent comment faire, mais comment l'appliquer ensuite. C'est-à-dire avoir des projets, c'est une chose, mais pouvoir l'appliquer au niveau de la famille, au niveau de l'éducation nationale ou l'éducation dans les écoles privées ou autres. Je sais que les diocèses y réfléchissent aussi. Bien sûr, oui, d'ailleurs, ils ont des statuts liés à l'éducation. Ils ont des statuts. Et donc, où on en est? Est-ce que vous avez des informations? Comment ça avance actuellement? Justement, le problème, c'est que ça avance un peu dans tous les sens, avec des polémiques et des fractures qui font que on cherche actuellement véritablement le projet et le modèle qui pourrait correspondre à la société telle qu'elle est. C'est-à-dire une société qui est en train d'évoluer très très rapidement et de se recomposer. Plus à cela, il faut ajouter quand même des formes d'instabilité au sein du ministère de l'Éducation nationale, avec justement quand même un turn around depuis à peu près 20 ans. Énorme. Il est énorme et donc ça joue aussi en défaveur d'une évolution sans doute cohérente du système éducatif. Alors en plus va arriver ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. En plus. Je vais faire un peu de publicité, un livre de Luc Ferry sur l'intelligence artificielle, l'IA, comme on dit. Et donc, il va falloir être capable de gérer ça pour le futur, pour l'apprentissage aussi. Bien sûr. Et là, très, très souvent, il y a des élèves qui rédigent des copies. Bien sûr. Donc maintenant, il y a des systèmes pour détecter cela, paraît-il. C'est ça? Mais c'est vrai, sans parler même au niveau des thèses, de doctorat. Alors maintenant, on arrive à voir les zones de plagiat. Il y a des logiciels pour repérer les zones de plagiat, mais quand même. Bon, c'est vrai je pense qu'on est dans une phase de recherche de modèles. On est dans une phase d'accélération très rapide de la place, en effet, des enfants, de la jeunesse d'une façon générale dans la société, et donc ça crée des fractures, des polémiques et des débats qui peuvent être fructueux quand même. Tout à fait. Alors vous savez, docteur Nicole Lucas, que on demande toujours à la fin de nos chroniques si vous avez un message à adresser à nos auditeurs. Ah là, vous vous attendiez pas à ça, à nos auditrices et à nos auditeurs, mais prenez votre temps, on a 15 ou 30 secondes. Un message par rapport à l'enfance ou à l'éducation d'une façon générale. Moi, j'ai vécu dans un monde où il y avait beaucoup d'enseignants. J'ai moi-même été évidemment au contact des enseignants et des futurs enseignants, puisque je préparais au concours. Et donc, évidemment, je suis assez
perplexe sur justement les tensions, le malaise qui sévit, je dis bien ça, au sein de l'école, et j'en suis un peu triste. Donc j'espère, alors je sais qu'il y a des professeurs qui sont largement engagés, qui continuent à faire évoluer, qui sont pleins d'enthousiasme encore. Mais mon message, c'est, essayons de faire évoluer et de gommer toutes ces fractures qui existent. D'accord, je vous remercie beaucoup. Alors pour conclure, moi je dirais simplement, je retiens le mot espoir. Ce que vous avez dit, ça c'est essentiel à mon avis. Et puis se dire que les enfants sont notre avenir, l'avenir de notre société. Ils sont donc super précieux, très précieux. Et donc il faut être capable de les écouter. Et essayer de le faire. En tout cas, être capable de leur transmettre aussi des valeurs de respect, un esprit critique, le goût de l'effort, le goût du projet, etc. etc. Si vous avez d'autres choses à ajouter. Je pense qu'il y a des professeurs qui, justement, essaient de mettre en place des pédagogies de projet. En essayant de rompre avec simplement le travail dans une classe, j'allais dire en système frontal, voire même en travail de groupe, comme on le dit, en didactique, vous voyez, mais avoir un projet, un fil conducteur sur l'année, avec éventuellement l'intégration d'une sortie, même pas très loin du collège ou du lycée, mais avoir un projet, une pédagogie qui donne du sens finalement à ces enfants en devenir. Là encore, le mot « donner du sens » est important. Et oui, on le retrouve toujours. Merci beaucoup, docteur Lucas. Moi. Merci beaucoup, et c'était un plaisir de dialoguer avec vous et d'écouter votre belle conférence. Voilà, merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.